Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Les chefs d'État de l'OMVS inaugurent la centrale hydroélectrique de Fellou au Mali. Ils ont également posé la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Gouina, deux ouvrages qui vont renforcer la production en électricité dans nos pays. À la découverte de la Haute Cour de justice, une juridiction d'exception, elle vise les délits et crimes commis par les ministres et le Premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions. Le général Mamadou Gueye Faye est le nouveau haut commandant de la gendarmerie. Il remplace le général Abdoulaye Fall. La passation de service a eu lieu hier. Et puis le dossier santé de ce journal nous plonge dans la région de Tambacounda. Le constat est que l'enclavement de certaines zones rend difficile l'accès aux soins. Mais tout d'abord, le retour du chef de l'État, qui est donc rentré en début de soirée à Dakar en provenance du Mali. À Kay, le président Macky Sall a pris part à l'inauguration de l'ouvrage hydroélectrique de Fellou d'une capacité de 60 MW. Aux côtés de ses pairs chefs d'État de l'OMVS, le président de la République a procédé également au lancement des travaux de l'ouvrage hydroélectrique de Gouina, à 39 km de la ville de Kay. À son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Nous y reviendrons en cours de journal. Le groupe Timis Corporation va bientôt implanter une banque au Sénégal. Il s'agit d'une banque qui sera au service du développement pour contribuer à soutenir la croissance de notre pays. Dakar va servir de tête de point de départ plutôt pour cette institution financière qui va s'implanter un peu partout en Afrique. Dans 6 mois, cette banque devra voir le jour au Sénégal. Les deux promoteurs du projet répondent ici aux questions de Papiram Biganyay. Les habits de grand maître de l'Ordre national du Lion, que le chef de l'État perpétue la tradition républicaine. La réception des insignes de dignitaires, la plus haute distinction nationale qui récompense l'excellence. Sur 2000 candidats, seuls 46 franchissent le seuil de la consécration. Une cohorte de récipiendaires qui reflète la diversité du pays avec toutes les couches de la société. Ils ont été les meilleurs dans leur domaine, au bout d'un capital expérience qui force respect et admiration. Nos ordres nationaux rassemblent une élite de compétences, de dévouement, de courage et de sacrifice. Les insignes sur lesquels apparaissent une étoile rayonnante, un lion, un baobab et une couronne, symbole des armoiries du Sénégal, reflètent la grandeur et la noblesse. Ces décorations, qui sont les plus hautes distinctions nationales, s'acquièrent généralement au-delà d'un certain âge. Après une longue expérience, accéder à la dignité, c'est réellement le couronnement d'une carrière bien remplie à paix de loyaux services rendus à la nation. C'est dire que nos ordres nationaux, sous-tendus par des valeurs fortes, portent assurément le sceau de l'excellence. 4 catégories de distinction ont été remises en prime à des carrières bien remplies. Grand Croix et Grand Officier de l'Ordre national du Lion, Grand Croix et Grand Officier de l'Ordre du Mérite. Des magistrats aux militaires en passant par les administrateurs civils, les médecins, les opérateurs économiques, les enseignants et les chefs religieux, entre autres. Tous ont eu le privilège et l'insigne honneur d'entrer dans l'histoire de la nation par la porte d'un héritage dédié à la postérité. Vous avez servi votre pays avec loyauté, engagement et fidélité. Aujourd'hui, vous continuez à vous ériger en exemple dans vos quartiers, vos localités et au plan international. Vous êtes des modèles de patriotisme à offrir à la jeunesse. Je vous exprime la reconnaissance de la nation et vous exhorte à poursuivre dans la voie de l'excellence. Je sais compter sur vos qualités de bâtisseur dont vous avez toujours fait montre pour consolider l'œuvre de construction nationale.
Devant cette élite d'exception, le chef de l'État a lancé un appel à l'union sacrée autour des valeurs de patriotisme et de vertu pour parachever l'œuvre collective de construction nationale. Le président Macky Sall honore la grandeur de ces hommes et femmes qui, toute leur vie durant, ont contribué au rayonnement de notre pays. Vous avez plutôt suivi la cérémonie de remise d'insignes de l'Ordre national du Lion, remis à... c'est donc des insignes qui ont été donnés à 46 récipiendaires sénégalais, des personnes méritantes. On va voir ce sujet sur le groupe Timis Corporation qui va bientôt implanter une banque au Sénégal. Il s'agit d'une banque qui sera au service du développement pour contribuer à soutenir la croissance de notre pays. Dakar va servir de point de départ pour cette institution financière qui va s'implanter un peu partout en Afrique. Les promoteurs sont au micro de Pape Biram Biguendiaï. C'est un projet panafricain de la création d'une nouvelle banque panafricaine. Et ce que nous sommes en train c'est de voir le début de banque. On va commencer probablement pour le Sénégal et pour Dakar. Et après, on va faire une expansion pour l'ECOWAS, région de l'ECOWAS. C'est une banque universelle. Nous sommes en train maintenant d'étudier avec des précisions les compétiteurs, le marché. Et ça, c'est une décision pour le prochain mois. Nous avons beaucoup d'expérience à l'Europe, au Sud-Amérique, et nous croyons que l'Afrique va grandir. Il y a une expansion vraiment dans les prochaines années, et nous croyons que le Sénégal, c'est un marché que va grandir dans les prochaines années aussi. Nous croyons que l'Afrique est le continent du XXIe siècle. Je crois que le développement, non seulement de la population, sinon le développement aussi de la classe moyenne, va être dans les prochains 10, 20, 30 ans si énorme qu'il y a quantité de choses à faire. Et la bancarisation des pays, c'est une des choses les plus importantes. Pour bancariser un pays, c'est comme les infrastructures. Si les infrastructures n'existent pas, c'est difficile. Non? Ça, c'est la banque, c'est la même chose. Non? Ce sont des services publics ou des services privés ou des services, mais en tout cas, on peut signaler un peu pareil, là, les infrastructures ou la banque. Non? Alors, il faut développer les services pour les citoyens. L'ambassadeur de Thaïlande au Sénégal quitte notre pays après des années de mission diplomatique. Son Excellence Boussaya Matlin a permis au Sénégal de développer une coopération économique avec la Thaïlande dans les secteurs de l'agriculture et de la santé notamment. Elle est au micro de Pape Biram Biguendiaï. L'audience pour dire au revoir, c'est dire je prends congé de lui à la fin de mon terme ici au Sénégal, comme ambassadeur de Thaïlande. Oui. Moi, je trouve que je ne peux pas dire que je fais tout ce qui est bien, c'est normal, mais je suis très contente d'être ambassadeur de Thaïlande ici. Et j'ai trouvé que pendant presque 2 ans que je suis là, j'ai commencé de faire beaucoup de projets de coopération avec le Sénégal, surtout dans les 3 secteurs qui sont le cible de ma mission, c'est-à-dire l'agriculture, puis l'aquaculture et la santé publique. Et je suis contente de travailler ici et puis de voir le succès de ces 3 domaines. Il y a beaucoup de potentiel et je crois qu'on pourrait quand même accélérer ou donner plus de dynamisme entre de nos relations. Par les projets qu'on peut travailler ensemble ici au Sénégal et d'avoir les échanges de visites de haut niveau. La conférence régionale sur les enjeux transfrontaliers, l'objectif est de créer des partenariats entre les pays membres de l'UEMOA. C'est pour lutter définitivement contre l'insécurité dans les frontières, mais aussi d'approfondir la coopération transfrontalière. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, Mme Aminata Touré. C'est un reportage de Jules Diop.
Cette rencontre vise à renforcer et à développer les rapports de voisinage entre collectivités ou autorités territoriales relevant des pays de l'UEMOA. L'un des principes de base est de créer des liens et des relations contractuelles dans des régions frontalières afin que des solutions communes à des problèmes communs puissent être trouvées. Après une réflexion approfondie de la situation politico-sécuritaire, décidé de faire de la question de la paix et sécurité un chantier majeur de l'Union. La coopération transfrontalière de l'UEMOA s'est principalement développée comme partenariat entre autorités territoriales de part et d'autre des frontières étatiques. De ce fait, même si ce développement s'inscrit dans un contexte global, le Sénégal compte le renforcer. Il faut alors, et j'en suis persuadé, que le concept de gestion des frontières soit intégré dans le champ des politiques communautaires, et c'est là que l'objectif s'est fixé l'UEMOA, de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres trouve toute sa pertinence, puisque basée sur une coordination territoriale et régionale des politiques sectorielles nationales. Notre pays a très tôt exprimé sa volonté d'œuvrer pour une intégration régionale plus poussée, en inscrivant dans la Constitution des dispositions qui permettent la réalisation effective de l'intégration africaine. Il est également l'un des premiers signataires d'un traité constitutif de la CEDEAO, l'institution d'intégration des États de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, l'État du Sénégal s'est très tôt inscrit dans une dynamique de décentralisation, processus irréversible, basé sur le principe de la subsidiarité. Cette conférence compte approfondir la coopération transfrontalière entre les autorités des pays de l'UEMOA pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité. Après l'ouverture, Mme Aminata Touré a accordé une audience au ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Le Conseil économique, social et environnemental a adopté à l'unanimité le projet d'avis sur la prise en charge des maladies chroniques dans le système de santé au Sénégal. De nombreuses questions ont été soulevées par les conseillers relatives au manque d'infrastructures sanitaires dans certaines localités du pays, au déficit de personnel médical et à la faiblesse des plateaux techniques de beaucoup de structures de santé. Fatou Diouf. Une visite de différentes structures sanitaires a permis aux conseillers de mesurer les difficultés de prise en charge des maladies chroniques au Sénégal. Le cancer, le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, des maladies à soins coûteux qui ruinent de nombreuses familles et s'avèrent même être la deuxième cause de décès après le paludisme. Une situation inquiétante qui nécessite des mesures préventives adéquates. Les conseillers ont aussi évoqué la vétusté ou l'inexistence même de structures sanitaires de type 1 dans les régions frontalières, l'insuffisance de ressources financières et le déficit des personnels médical, surtout dans les zones les plus reculées du pays. Il y a 2000 au moins sages-femmes qui chôment. Donc, nous aussi, on est dans une situation difficile. Il n'y a pas de sage-femme. Les gens qui me disent à Sédhiou, à Kolda, tout ça, il manque de sages-femmes. Les sages-femmes viennent tous les jours frapper à notre bureau pour dire on veut être recruté. Mais le recrutement, c'est 500 personnes par an. Et depuis qu'on est là, l'année dernière, il y a eu un recrutement. Cette année, il y en a encore. De 2005 à 2010, il n'y a pas eu de recrutement. Ce qui fait que les sages-femmes dont je parle, il y en a qui ont même été formées et qui sont sorties depuis 2006, 2007, et elles chôment. Donc, on a besoin d'elles sur le terrain. La santé a un coût, dira Aoumari Kolsek. Il faut des ressources financières considérables pour prendre en charge tous ces manquements. L'État et ses partenaires techniques et financiers y travaillent pour soulager les populations. Pour preuve, le programme Couverture Maladie Universelle fait son bonhomme de chemin. Il reste son appropriation par les populations. Il faut que les gens comprennent l'intérêt d'être dans une mutuelle de santé. Et l'intérêt, ce sera que vous allez payer. On a calculé que par an, il faut à peu près 7 000 francs CFA par personne, parce que tout le monde ne tombe pas malade en même temps. 7 000 francs CFA, les gens qui sont dans les mutuelles vont payer 3 500 francs. Et l'État va donner les 50% qui restent.
Autre mesure prise, l'ouverture de l'hôpital régional de Fatick le 26 décembre prochain, la création de SAMU régionaux pour renforcer les urgences dans les structures sanitaires. Satisfait des réponses apportées par les ministres, les conseils ont adopté à l'unanimité le projet d'avis sur la prise en charge des maladies chroniques dans le système de santé au Sénégal. Nous allons à la découverte de la Haute Cour de justice, une juridiction d'exception prévue par la Constitution le janvier 2001. Elle vise des délits et crimes commis par les ministres, le Premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions et le Président de la République pour haute trahison. La Haute Cour de justice est fonctionnelle depuis 2001. Des précisions qui sont faites par Maître Ousmane Sey au micro de Dahaba. La Constitution de 2001 a institué la Haute Cour de justice. Il est impropre de dire que la Haute Cour de justice a été réactivée parce que la Haute Cour de justice a été toujours fonctionnelle. Il s'agit plutôt d'un renouvellement des membres de la Haute Cour de justice que d'une réactivation de la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice, selon l'avocat Ousmane Sey, vise les délits et crimes communs commis par certaines personnalités ayant joué un rôle dans le fonctionnement des institutions de la République. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les crimes et délits commis par les ministres ou le Premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est aussi compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison. Elle est aussi compétente pour juger les délits d'atteinte à la sûreté de l'État, ainsi que les complices de ces délits. La Haute Cour de justice ne connaît pas des délits politiques. Les ministres, le Premier ministre, quand ils commettent des délits et des crimes dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas jugés par les juridictions de droit commun. Il y a un privilège de juridiction, ils sont jugés par la Haute Cour de justice et même éventuellement au président de la République en cas de haute trahison. La composition de la Haute Cour de justice se fait en fonction de l'attelage du pouvoir législatif. Avec le Sénat, la moitié de ses membres étaient élus par les sénateurs et l'autre moitié par les députés de l'Assemblée nationale. Avec maintenant la disparition du Sénat, tous les membres composant la Haute Cour de justice, ce sont des députés élus par leur père chaque année. Elle est présidée par un magistrat. Il faut simplement préciser que la Haute Cour de justice est saisie par ce que l'on appelle un acte d'accusation. Un acte d'accusation, c'est une résolution votée par les députés à la majorité des 3/5. La Cour de justice est la fille de la Cour de sûreté de l'État. Elle figure toujours dans la Constitution du Sénégal, en ses articles 99, 100 et 101. Après 8 ans et 4 mois passés à la tête de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Abdoulaye Fall passe le témoin au général de division Mamadou Gueye Faye. Le tout nouveau haut commandant de la gendarmerie est un homme d'expérience. Il a une riche carrière. Temps fort de cette cérémonie de passation de service avec Moussa Mané. Ce sont les dernières marches qui mènent au haut commandement. Le général de division Mamadou Gueye Faye arrive à la tête de la gendarmerie nationale. Natif de Rufisque, cet homme de base a une carrière longue et riche au sein de la gendarmerie nationale où il a servi dans plusieurs unités et postes de commandement. Le nouveau haut commandant et directeur de la justice militaire a aussi servi dans des missions onusiennes. Fin négociateur, il s'est illustré dans le passé en République démocratique du Congo, où il a été à un moment donné l'un des artisans du retrait des rebelles du M23 au Nord Kivu. Très courtois et rigoureux dans le travail selon ses proches, le général de division Mamadou Gueye Faye a un sens du devoir et de la mission accomplie. Après 8 ans et 4 mois passés à la tête de cette institution, le général de corps d'armée Abdoulaye Fall quitte la gendarmerie nationale avec le sentiment d'une mission accomplie. Durant son commandement, l'on a noté plusieurs réalisations, parmi lesquelles la création de l'école des officiers de la gendarmerie, l'école des sous-officiers de la gendarmerie de Fatick, le centre de perfectionnement de Kébémer. Il a aussi réussi la féminisation de la gendarmerie, de même que la décentralisation du commandement au niveau des légions. Il laisse au général de division Mamadou Gueye Faye un lourd héritage. Pour continuer la modernisation de la gendarmerie, ce dernier peut compter sur le professionnalisme de tous les éléments de la gendarmerie nationale. Ces derniers ne demandent pas moins, servir la patrie avec fidélité et honneur. Je vous l'annonçais dans les titres, à Tambacounda, seuls 2% de la population bénéficie d'une couverture maladie.
À cela s'ajoute l'enclavement qui rend difficile l'accès aux structures de santé dans les zones reculées, sans compter le déficit de personnel qualifié pour certaines spécialités. L'accès aux soins n'est pas des plus faciles dans la région. C'est un dossier signé Abdoulaye Sinkare. Fonctionnel, une dizaine de centres de santé, un hôpital de niveau 2, l'accès aux soins reste un véritable casse-tête à Tambacounda. Le recours aux services de santé a longtemps été considéré comme un luxe réservé à ceux qui ont des moyens. Aujourd'hui, les choses ont évolué avec des mesures de gratuité comme le plan Sésame, la prise en charge des césariennes, la couverture maladie universelle, entre autres. Mais ici, la réalité reste dure. Les enquêtes nationales de 2010 avaient montré que plus de 98% de la population de la région ne bénéficie pas de couverture maladie. L'obstacle financier est sans doute réel, car Tamba est l'une des régions les plus pauvres du Sénégal, avec une population rurale à plus de 80%. En plus du manque de ressources financières, l'accès aux infrastructures constitue un problème pour une bonne partie de la population. Les postes de santé sont parfois difficiles d'accès à cause des distances entre les postes et les villages, 25 à 30 km en moyenne. Et durant l'hivernage, il y a des barrières physiques telles que les mares et les rivières. Par ailleurs, le coût du transport est assez élevé à l'intérieur de la région entre les villages, un peu plus que sur la route nationale. L'hôpital régional reste la structure de référence. Il accueille des patients au-delà même de Tambacounda. Nous couvrons aussi toute la sous-région. Nous recevons beaucoup de malades qui viennent de Vélingara, par exemple, de Médina Gounass, qui sont comptabilisés, qui sont de la région de Kolda. Les moyens de l'hôpital sont limités, des services comme la cardiologie inexistants. Un seul pédiatre, un seul gynécologue pour une population d'environ 700 000 habitants. Nous avons un problème de local. Il n'y a que 14 lits. Et parfois même nos patientes se chevauchent au niveau donc des lits. On est obligé d'hospitaliser 2 malades par lit. Au niveau de la salle d'accouchement, nous n'avons que 4 lits pour une maternité qui normalement devait disposer de 10 lits. En termes de matériel, nous n'avons pas d'appareil d'échographie au niveau donc de la salle d'accouchement. Il y a un problème de personnel aussi qui se pose. Le personnel n'est pas assez suffisant. On a peu de sages-femmes pour cette maternité-là. Une sage-femme de garde qui tourne chaque 3 jours au niveau de la maternité, chaque 3 jours, et qui, si elle n'est pas au niveau de la salle d'accouchement, elle doit se trouver en hospitalisation ou en consultation. Et en plus de cela, les infirmières ne sont pas très nombreuses. Pourtant, Tambacounda dispose d'un centre régional de formation en santé, d'où sortent des infirmiers et des sages-femmes. Ce qu'on avait remarqué au préalable, les infirmiers, quand on les affectait dans la région, ils n'y restaient pas. Les sages-femmes, quand on les affectait dans la région, ils n'y restaient pas. C'est ainsi que le ministère de la Santé a décidé de décentraliser la formation initiale au niveau de ces régions-là. À partir de 2007, le centre a commencé à former des infirmiers d'État du niveau brevet. La 3e mutation qu'il y a eu maintenant, ce sera à partir de 2009. À partir de 2009, le niveau de recrutement a été relevé au niveau du baccalauréat. C'est pas facile. On peut faire une formation de 2 ans ou même plus et revenir avec les mains vides. C'est pas intéressant du tout. Alors que les parents nous attendent. Si c'est leur offrir un terrain de stage, oui. Si c'est maintenant, après leurs études, pour essayer de les recaser pour un emploi direct, nous sommes un établissement public de santé qui offre à tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises l'opportunité, la chance de postuler et d'obtenir un emploi dans cet établissement. En avril dernier, le chef de l'État a inauguré un centre de dialyse à l'hôpital régional. Un grand pas certes, mais pour d'autres pathologies, les patients continuent d'aller jusqu'à Dakar. L'installation ici à Tambacounda d'un centre de prise en charge des diabétiques. Nous en avons besoin, à l'instar des autres régions et à l'instar même de certaines communes qui sont proches de Dakar. Nous sommes à aller-retour, nous devons parcourir 1000 km pour aller à Basta et revenir. En plus des charges, en plus du coût du transport, et les moyens ne suivent pas parce que nous savons que chez nous, en tout cas, 80% de nos diabétiques sont des personnes démunies. Les difficultés de l'accès aux soins ne sont pas que financières et physiques. Des considérations culturelles font que certaines populations
consultent des tradipraticiens avant d'aller dans les structures de santé. Un comportement lié au faible niveau d'éducation. C'était donc un dossier signé Abdoulaye Sinkare. Prévenir les brouillages dans les fréquences radioélectriques dans la sous-région. C'est autour de ce thème que les techniciens et experts de 7 pays d'Afrique de l'Ouest réfléchissent à Dakar. Cette réunion leur permet également d'échanger sur la télévision numérique terrestre, la gestion des fréquences, entre autres sujets. Maman Moussagna. Des fréquences brouillées, des interférences, on en voit souvent à travers les ondes. Et quand de telles situations se posent, les usagers ont du mal à profiter de leurs récepteurs, la qualité sonore étant inaudible. À une échelle plus élargie, les dégâts sont encore fortement ressentis. Pour éviter ces désagréments, les techniciens et experts de 7 pays de la sous-région sont à Dakar pour harmoniser et échanger sur le partage des fréquences dans les zones frontalières et maritimes en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on compte faire, comme je l'ai dit, c'est nous accorder sur la coordination, sur la gestion de nos différents équipements de télécommunication, des différentes bandes de fréquences et canaux que nous utilisons dans la communication GSM. Il faut qu'on s'accorde là-dessus pour qu'il n'y ait pas de brouillage entre des opérateurs qui sont de part et d'autre d'une frontière. 87,5 MHz et 30 GHz, c'est sur cette fréquence que les experts planchent. Il s'agit de prévenir les brouillages préjudiciables mutuels sur les réseaux et systèmes des différents pays frontaliers. Ce séminaire permettra donc de fixer des conditions très claires pour que les opérateurs puissent utiliser les fréquences de façon optimale. Et nous sommes aujourd'hui en train de nous équiper pour pouvoir faire face à toute la problématique de la détection des brouillages le long des frontières. Cette rencontre procède également à la finalisation du document portant cadre de partage et de coordination. Ces zones frontalières sont donc des espaces où l'on doit privilégier l'amélioration de l'offre de services au niveau des citoyens. Parce que aussi ce sont des zones d'intégration et comme nous sommes dans une sous-région où cette question est essentielle, il est important de bien les prendre en charge. La rencontre dure 3 jours. Elle réunit les techniciens des pays limitrophes, Sénégal, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Mali, Mauritanie. Le ministre du Tourisme a procédé au lancement du projet touristique de Saint-Louis. Il s'agit de redynamiser le secteur dans la vieille ville. La mise en œuvre du projet a été facilitée par la coopération française. Pape Bounatiao. Par le président de la République, la saison touristique est bien enclenchée à Saint-Louis. Les arguments touristiques de la région seront vite revalorisés grâce au plan de développement touristique dont le comité de pilotage a été mis en place par le ministre tutelle. C'est un programme d'envergure qui va coûter 16 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ce projet permettra à Saint-Louis de redemeurer encore une ville de destination touristique. Et c'est ça le but du jeu, c'est ça l'objet, faire en sorte que la destination Sénégal soit une très bonne destination et la destination de la zone touristique nord, particulièrement Saint-Louis et sa région, deviennent une très bonne destination et ce projet y contribue de manière certaine. Le programme va considérablement renforcer la vitrine touristique déjà très attrayante de la capitale du Nord. Cependant, sa mise en œuvre ne devra pas être retardée par des lourdeurs administratives, à la limite inutiles. Il nous faut nous défaire de cette lourdeur administrative, simplifier les procédures, enlever de notre langage le mot « le dossier est dans le circuit ». Nous ne voulons plus entendre cela. Nous voulons faire en sorte que chaque fois qu'on identifie un porteur de dossier, que cette personne se sente concernée et entièrement engagée pour traiter le dossier dans les délais requis et remettre le dossier pour que l'exécution puisse se faire. Les autorités administratives, les acteurs du tourisme ont tous promis de s'impliquer pour la réussite du projet. En attendant, Saint-Louis, la tricentenaire, garde intact l'éclat de son charme. Le cadre fédérateur des acteurs de l'interprofession manioc du Sénégal a tenu son assemblée générale constitutive à Tivaouane. L'objectif principal est de mettre en place un cadre fédérateur pour davantage de compétitivité dans la filière manioc. L'assemblée générale a été organisée par la stratégie de croissance accélérée en relation avec la direction de l'agriculture, Abdoulaziz Ban. 4e production végétale au monde, le manioc constitue une importante denrée de base de plusieurs pays africains. Au Sénégal, il a été retenu comme l'une des priorités pour l'année 2013,
compte tenu des résultats obtenus. C'est ainsi que la stratégie de croissance accélérée a organisé l'Assemblée générale constitutive du cadre fédérateur de l'interprofession manioc au Sénégal. Le but de cette rencontre est de structurer la filière pour la rendre pleinement opérationnelle et lui faire jouer un rôle plus important dans l'économie nationale. Peu de gens le savent et pour cela il est important de le déclamer haut et fort. Le manioc au Sénégal joue déjà un grand rôle dans l'amélioration de la sécurité alimentaire de nos concitoyens. L'analyse de la chaîne de valeur manioc au Sénégal montre clairement que les activités des différents maillons de la filière, à savoir les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et autres commerçants, ne sont pas suffisamment coordonnés entre elles. Cette Assemblée générale a pour but de mobiliser les acteurs pour la réalisation des objectifs fixés par le programme spécial manioc, mais aussi de confirmer les engagements de soutien de l'État, des partenaires techniques et financiers. Ça permettra à terme d'augmenter les revenus des producteurs, d'augmenter la production, de lutter contre la pauvreté de façon générale et de lutter contre le sous-emploi dans le secteur agricole. En 2008, nous sommes allés jusqu'à 920 000 tonnes. Il faut que l'État y mette un peu de moyens, nous accompagner en la fourniture de boutures saines, ensuite mettre les intrants soient disponibles. D'importantes réalisations ont été obtenues dans la filière depuis la mise en place du programme spécial manioc en 2004. Grâce au financement de l'État, le programme a pu être étendu dans les 14 régions du pays. En Guinée, affrontement entre policiers et manifestants à Kankan, situé à 700 km de la capitale Conakry. À l'origine, la mort d'un jeune footballeur qui était en garde à vue. Les manifestants soupçonnent une bavure policière. Des jeunes surexcités, bousculades, affrontements avec les forces de l'ordre. À 700 km de Conakry, la ville de Kankan a été le théâtre d'émeutes lundi, quand les rues ont été prises d'assaut par des manifestants qui protestaient contre la mort d'un jeune footballeur de la ville après qu'il ait passé une nuit en garde à vue. Nous sommes venus ici pour défendre la jeunesse de Kankan. Si les gens ne veulent pas nous aider, qu'ils ne cherchent pas à nous décourager. Les appels au calme du chef d'état-major de la présidence guinéenne, inaudibles. Les écoliers, les élèves de Kankan ont même rejoint les manifestants. Des bâtiments publics ont été envahis, d'autres saccagés. Le gouverneur de région a réclamé une enquête pour déterminer si la mort du jeune footballeur relève ou pas de la bavure policière. Nous sommes en train de gérer cette crise. Nous espérons que nous ramènerons les uns et les autres à la raison. Nous sommes autant choqués que la jeunesse parce qu'il ne faudrait plus que de telles choses se reproduisent, qu'on meure inutilement et par suite vraiment d'actions regrettables telles que ce que nous avons vécu. Premier bilan des émeutes de Kankan, un gendarme et 2 manifestants tués et une dizaine de blessés. Pour apaiser la colère, le gouvernement a suspendu de leurs fonctions les 3 commandants de gendarmerie de la ville. Retour au Sénégal et à Tambacounda, nous allons faire la situation du secteur du tourisme. C'est avec notre reporter Thiorodia. Il existe 7 pôles touristiques au Sénégal. Le pôle Sénégal oriental regorge de potentialités. Des sites classés patrimoine historique, des réserves naturelles existent et valent le déplacement. À Bakel, par exemple, on peut citer le pavillon René Caillé, le cimetière militaire français et le fort de Faidherbe qui abrite la préfecture et offre un beau panorama sur la boucle du fleuve Sénégal et la rive mauritanienne. Alors, la question qui se pose est qu'est-ce qui empêche la zone d'être attractive? Du point de vue potentialité que recèle la région, on n'a pas à envier aux autres régions du Sénégal. Si je parle déjà du parc, qui fait 913 000 hectares, étant avec une faune et une flore vraiment riche et variée. Nous avons le village artisanal, nous avons la préfecture qui est un bâtiment colonial, nous avons l'hôtel de la gare, nous avons également les mégalithes au niveau de Koumpentoum. Nous souffrons de statistiques. Par contre, de temps en temps, au niveau des réceptifs, on se rend compte, particulièrement cette année, il n'y a pas une forte affluence. Ce qui s'explique surtout par le problème malien. Aujourd'hui, si les hôteliers arrivent à joindre les deux bouts, c'est grâce au tourisme d'affaires. Cependant, les artisans, les acteurs culturels et autres n'ont pas la même chance. Ils souffrent du manque de promotion de l'activité touristique à Tamba.
Pour que cela intéresse le tourisme, il faut quand même qu'on associe l'association, par exemple, le syndicat partenaire du mois, d'initiative, n'est-ce pas, du tourisme, le centre culturel, l'inspection, n'est-ce pas, effectivement, du tourisme, n'est-ce pas, avec ces trois éléments, n'est-ce pas, aujourd'hui, n'est-ce pas, ils pourront, est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas, faire beaucoup de découvertes, n'est-ce pas, qui pourront intéresser le tourisme. Nous recevons des touristes. Les 80% ou bien les 100% de nos clients, ce sont des touristes qui viennent ici. Et quand le touriste aussi, quand il n'y a pas une bonne promotion, le touriste ne peut pas venir. Donc il y a un problème aussi au niveau de la commercialisation, ce qui veut dire que ça ne marche pas. Donc en quelque sorte, ça ne marche pas sur tous les domaines. Le 29 de ce mois, c'est le grand rendez-vous des acteurs touristiques. Pour l'ouverture de cette nouvelle saison, les professionnels du tourisme de la région orientale vont exposer toute leur richesse à Saly. Ils comptent aussi lancer un message fort aux autorités étatiques. Nous avons les difficultés financières, mais nous avons de la réglementation qui pose de sérieux problèmes. La ville est truffée d'établissements clandestins qui sont partout. Depuis quelques 5 ans, voire 6 ans, on a vu une prolifération de logements transformés en auberges, des bâtiments qui sont destinés à la location, qui se transforment et un peu partout. Ça c'est quelque chose qu'on déplore énormément et qui fait de la concurrence déloyale. En 2012, le secteur touristique était secoué par une crise. Aujourd'hui, avec les 3 milliards déboursés par l'État du Sénégal, l'espoir est permis pour booster l'activité. Selon les acteurs touristiques, le plus grand handicap du secteur reste l'enclavement de la localité. Pour résoudre ce problème, il faut redynamiser les activités de l'aéroport et de la gare ferroviaire. En plus, réfectionner les routes qui mènent vers la région orientale. Nous ouvrons le dossier consacré au Magal de Touba. La délégation générale à la solidarité nationale et à la protection sociale s'est rendue dans la ville sainte. C'est dans le cadre donc des préparatifs du Magal. Mansour Faye et son équipe comptent mettre à la disposition du Khalife général des Mourides une quantité suffisante de riz. Salut. À Touba, le délégué général à la solidarité nationale et à la protection sociale a été accompagné par une forte délégation. Cette visite entre dans le cadre des préparatifs du Magal et la délégation entend participer à sa manière à l'organisation de ce grand événement religieux. Cette assistance donc, est constituée principalement du riz, destiné à l'ensemble de la population, en tout cas du département de Mbacké. Parce que c'est l'ensemble du département qui va recevoir les autres, les étrangers venus d'horizons divers. Cette année, des innovations ont été apportées pour la distribution du riz. Une commission dirigée par le sous-préfet sera mise en place. Objectif, permettre aux bénéficiaires de disposer de leur quota avant le jour J. L'année dernière, on avait innové en mettant donc plusieurs dizaines de tonnes à l'endroit des populations, surtout qui sont dans les zones périphériques. Nous avons reconduit le même dispositif en apportant quelques mesures correctives, faisant en sorte que ces denrées puissent en tout cas parvenir aux bénéficiaires. Auparavant, les membres de la délégation ont été reçus par le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadr, a salué l'initiative avant de formuler des prières pour la délégation. Série de portraits de la famille de Serigne Touba, nous allons faire la connaissance de Serigne Abdou Dia Mbacké Douyoli. Ce dernier fait partie des premiers talibés à rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie où il était en exil. Serigne Abdou Douyoli est le demi-frère de Sokhna Fati Dia, la fille aînée de Serigne Touba. À Darou Khafor, sur la route de Mbacké, une bifurcation sur le chemin latéritique conduit à Darussalam Douyoli. Le village de quelques 500 âmes doit sa réputation à Serigne Abdou Khadr Mbacké, communément appelé Serigne Abdou Dia Douyoli. Il y a posé les premières palissades en 1932 sur instruction de Serigne Touba. Une consécration pour ce demi-frère de Sokhna Fati Dia Mbacké, la fille aînée de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Abdou Dia Mbacké fait partie des premiers talibés à rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie où il était en exil. Il séjourna, n'est-ce pas, en Mauritanie de 1903 à 1907, car c'est le Serigne Touba lui-même qui, ayant constaté que Serigne Abdou remplissait tous les critères requis pour la vie pénible de l'exil mauritanien,
Il resta donc auprès de Serigne Touba jusqu'en 1907, où ensemble ils revinrent. C'était la fin de l'exil. Ils revinrent au Sénégal, à Thiel. Et c'est à Thiel que Serigne Touba libéra Serigne Abdou Dia Doyoly. À Darussalam Dioli, les fils de Serigne Abdou Dia Mbacké aiment raconter l'attachement de leur père à Serigne Touba et aux valeurs du mouridisme. C'est avec fierté que l'on exhibe cette photocopie d'une missive de Serigne Abdou Dia Doyoly rappelant le montant de sa contribution d'allégeance ou Hadiya à Serigne Touba et la réponse du saint homme. Et c'est le cas aussi pour cette malle pleine de reliques que le fondateur du mouridisme lui avait donnée. Son engagement envers Serigne Touba, Serigne Abdou Dia Doyoly l'a perpétué à travers des relations exemplaires avec ses fils et notamment Serigne Fallou Mbacké. C'est d'ailleurs sur recommandation du deuxième khalife Cheikh Ahmadou Bamba que Serigne Abdou Dia Doyoly est venu s'installer à Touba en 1947. Et c'est là qu'il a été rappelé à Dieu en 1962. Nous aurons d'autres reportages préparant donc le Magal de Touba dans nos prochaines éditions. On va parler de culture et du coup d'envoi de la FILDAC, la Foire internationale du livre de Dakar. Un grand moment pour les amoureux de la lecture. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Culture. C'est un reportage signé Aïda Fall. Le silence est d'or dans cette salle archi-comble d'universitaires, d'élèves, d'acteurs du livre. Tous suivent religieusement l'exposé inaugural du parrain de la 14e FILDAC, dont le thème est Livre et diversité culturelle. Instrument de progrès, vecteur de lumière. N'y a-t-il pas à redouter, Monsieur le ministre de la Culture, que le livre puisse traduire aussi les particularités culturelles, dès lors qu'elles ne sont pas une occasion de négation de l'autre dans ce qui le distingue. Bien au contraire, parce qu'elles sont des richesses, elles augmentent le patrimoine commun du genre humain. Aujourd'hui, le livre est menacé par la percée du numérique qui annule toute volonté de lecture, notamment chez les jeunes. La coopération sous-régionale peut, si elle est valorisée sur le plan culturel, jouer un rôle essentiel dans la préservation, sous quelque forme que ce soit, de cet outil didactique. La circulation du livre et du savoir dans notre espace régional doit être pour nous un impératif majeur pour le développement intellectuel de notre pays. Nos écrivains, ceux qui sont appelés les écrivains de l'intérieur, ont besoin d'être lus chez eux. La particularité de cette édition réside dans la décentralisation des activités. Cette initiative s'inscrit dans l'option de territorialisation des politiques publiques, le livre étant le reflet de la culture et de l'imaginaire des terroirs. Nous allons concentrer l'ensemble de nos efforts dans les années à venir à faire que les livres que nous produisons aillent dans toutes les contrées du Sénégal. Ça aussi, c'est une sorte de territorialisation du service public. C'est une sorte de territorialisation de l'accès aux livres. Sitôt la cérémonie officielle terminée, les livres commencent à titiller la curiosité des visiteurs. Aujourd'hui, on constate que la lecture fait défaut dans la société. La FIDAC est très important aujourd'hui parce que ça peut motiver les jeunes à lire de plus en plus. Un tour rapide des stands a démontré que la diversité culturelle stipulée dans le thème de cette édition est bel et bien une réalité. En attendant, passionnés et professionnels du livre peuvent échanger jusqu'au 20 décembre prochain, fin de l'événement. On va parler sport et des dernières affiches du championnat de Ligue 1, la première journée. Le Stade de Mbour a tenu en échec l'Union sportive de Ouakam, 0 but partout. Le Duc et le Jaraaf faisaient également un match nul, 1 but partout. C'était ce lundi au stade Demba Diop. Moussa Malé. Après 4 minutes de jeu seulement, Pape Sirédia se signale. Son tir s'écrase sur la barre transversale. Ibrahima Diop, qui a suivi, manque de peu l'ouverture du score. Pendant un quart d'heure, le Jaraaf va multiplier les occasions sans succès, ce qui met les étudiants dans une dynamique de confiance. Ces derniers vont trouver le salut à la 21e minute. Blaise Sédar Diouf reprend un centre venu de la gauche et ouvre le score. Une frappe qui ne laisse aucune chance au portier du Jaraaf. Le score reste inchangé jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, le coach du Jaraaf réaménage son équipe. Il veut plus d'efficacité en attaque. Cependant, ses poulains vont buter sur une défense solide du Dakar Université Club.
Très déterminés à arracher le nul, les joueurs vont jeter leur dernier souffle dans le camp adverse. Pape Sireja, encore lui, se signale. Son centre est repris de la tête par Babacar Seck, qui remet les pendules à l'heure. 1 but partout, c'est le score à la fin du temps réglementaire. Auparavant, en première heure, le Stade de Mbour a tenu en échec l'Union sportive de Ouakam. Score nul, 0 but partout. Ces 2 matchs viennent clôturer la première journée du championnat de Ligue 1. Les clubs sénégalais en lice pour les Coupes africaines connaissent leurs adversaires en Ligue des Champions. Djambar fera face à l'Aspa Yenenga du Burkina Faso. Et en Coupe de la CAF, le Djaraf qu'on vient de voir va jouer contre les Ghanéens de Douarf. Et puis l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive, a livré les noms des meilleurs sportifs sénégalais, Moussa Sow et Ballon d'Or. Moussa Sow du club turc de Fenerbahçe, qui a été donc récompensé pour ses belles performances. Et puis Fidel Gomis du Djaraf, et lui, donc meilleur footballeur local. Il est également membre de l'équipe nationale locale. Mamadou Kazéane est le meilleur sportif de l'année. Vous vous souvenez donc qu'il était en finale lors des JO de Moscou. Donc c'était cet été. Et puis Balla Gaye 2 est le meilleur lutteur sénégalais de cette année. On va revenir sur ces éléments dont je vous parlais en début de journal. Le chef de l'État qui était donc ce mardi à Kayes au Mali. Il a réagi suite au décès de 2 soldats sénégalais morts au Darfour après un accident de la circulation. Le président Macky Sall, qui a exprimé ses regrets et présenté les condoléances de la nation aux familles des 2 victimes. Nous l'écoutons au micro de Pape Biram Biguenyaï. L'hommage des chefs d'État aux soldats sénégalais tombés au Mali, au cœur du territoire malien, le message est fort, le symbole d'une union sacrée au nom de la liberté des peuples. Je voudrais rendre hommage à 2 fils d'Afrique, à 2 fils du Mali, à 2 fils du Sénégal, tombés en terre malienne pour le salut du Mali. Membres de l'aménagement, ils ont perdu la vie le samedi 14 décembre lors d'un attentat terroriste lâche et barbare à Kidal, dans le nord du Mali. Je voudrais ici dire toute mon émotion, et présenter mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes, ainsi qu'à l'aménagement, au peuple sénégalais et à mon frère le président Macky Sall, au nom du peuple malien et à mon nom propre. Ils sont morts pour le Mali et nous ne l'oublierons jamais. Et nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain. Kidal Maki. Je tiens à joindre ma parole à celle de mon frère, le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour présenter à mon tour aussi les condoléances du peuple mauritanien et de son gouvernement à notre cher frère, le président Macky Sall, à l'occasion du décès des 2 soldats sénégalais qui sont morts pour la liberté et qui sont morts aussi pour défendre un pays frère, un pays ami, contre le terrorisme, contre l'obscurantisme, contre ce phénomène que nous combattons, que nous avons combattu jadis et que nous continuerons toujours à combattre. L'ombre de Seydou Djambar a donc plané sur un lieu qui symbolise l'unité des peuples de la sous-région. En conférence de presse, le chef de l'État fait une révélation. Je viens de parler au commandant du contingent sénégalais qui se trouve présentement à Kidal, qui m'a rassuré que le moral ne saurait être touché par ce qui s'est passé et que plus que par le passé, ils sont déterminés à assumer la mission qui est la leur pour restaurer la paix et l'intégrité territoriale conformément à leur mission en territoire malien. Donc, je voudrais dire que ce qui s'est passé ne pourra absolument en rien entamer la détermination du Sénégal, de son armée, de son gouvernement, à faire face à toutes sortes d'agressions, particulièrement à cette forme nouvelle d'agression sur notre territoire du Sahel.
Nous sommes à Guina, à 39 km de la ville de Caille. Guina aux chutes d'eau légendaires, des merveilles d'une nature aux grandes potentialités économiques. Avec une longueur de 940 mètres, le site a été aménagé pour aboutir à un ouvrage hydroélectrique qui permettra d'installer une centrale de 140 MW. Les chefs d'État posent ici les jalons d'un bel avenir pour la communauté. L'OMVS dispose du principe cardinal suivant lequel tout ouvrage d'importance réalisé sur le fleuve est la propriété commune et indivisible des États qui le financent ensemble et en partagent équitablement les bénéfices. Ceci n'est nulle part au monde également. C'est important de le savoir. Après la maîtrise de l'eau, l'OMVS se lance à la conquête de l'énergie. Face au déficit énergétique, le fleuve Sénégal Héritage commun va permettre de produire de l'énergie propre dans moins de 4 ans. L'ouvrage hydroélectrique de Guina va coûter près de 210 milliards de francs CFA. Il est financé à hauteur de 85% par la Chine et les retombées vont être directement ressenties par les populations. Le lancement de Guina nous donne plus d'espoir quant à l'avenir de notre organisation commune. Parce qu'avec les 140 MW attendus et les autres barrages qui devront suivre, je crois que la voie est indiquée pour l'avenir de l'OMVS. Et c'est une source d'énergie propre, pour ne pas dire la plus propre. C'est une énergie tirée à partir de l'eau, surtout que là, il s'agit de barrages au fil de l'eau, donc il n'y a absolument pas d'impact sur l'environnement. Guina est la preuve vivante du potentiel des ressources naturelles du continent. C'est dans ce sens que le chef de l'État fait un plaidoyer pour demander l'appui de la communauté internationale en faveur de la valorisation de nos potentialités tirées de la nature. Je voudrais saisir ce moment ici à Guina pour lancer un appel à nos partenaires et à la tête desquels je voudrais particulièrement citer la Banque mondiale pour croire au potentiel hydroélectrique de nos bassins. Que ce soit à l'OMVS comme à l'OMVG, nous avons suffisamment de potentiel hydraulique pour régler définitivement la question énergétique et donc mettre nos pays dans la rampe de la croissance et de l'émergence. Les chefs d'État ont également procédé à l'inauguration de l'ouvrage hydroélectrique de Fellou. Fellou est situé sur le fleuve Sénégal à 20 km du barrage de Manantali, 15 km de Caille. Le site de Fellou est équipé d'une usine hydroélectrique d'une puissance de 600 kWh avec un apport de 60 MW. Ces aménagements hydroélectriques vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Je vais rectifier un peu. Le chef de l'État rendait plutôt hommage aux 2 soldats sénégalais tués à Kidal au Mali. C'était en marche donc du lancement des travaux de l'ouvrage hydroélectrique de Guina et de la pose, donc de l'inauguration du site d'aménagement hydroélectrique de Fellou. Après cela, il a rendu hommage aux 2 soldats sénégalais morts au Darfour. C'était à la suite d'un accident de la circulation. C'était toujours donc en marge de cette cérémonie. Nous avons regretté, nous avons appris avec beaucoup de peine la mort de 2 soldats casques bleus sénégalais morts au Darfour suite à un accident de la circulation. Ceci alourdit le bilan de nos forces armées engagées pour le maintien de la paix en Afrique. Vous savez que notre pays, depuis 1960, a eu ses premiers bataillons en République du Congo. À l'époque, déjà, nous avions envoyé le premier bataillon sénégalais. Ensuite, au Liban, partout ailleurs, sur tous les théâtres d'opération, au Timor, à Haïti et partout en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali et au Darfour. C'est beaucoup, mais c'est le choix du Sénégal d'être aux côtés des populations, de travailler pour la paix et la sécurité internationale. Nous en avons payé un lourd tribut, mais je crois que nous avons accepté ce risque. Et c'est à l'honneur du Sénégal, c'est à l'honneur des forces armées sénégalaises, c'est à l'honneur du peuple sénégalais. Je voudrais encore une fois m'incliner devant la mémoire de ces soldats tombés au champ d'honneur et présenter les condoléances de la nation à leurs familles éplorées. C'est avec cet hommage du chef de l'État que se referme cette...